L'une des informations du jour, information importante, la guerre se rapproche de Moscou. Et quand on dit la guerre, c'est que c'est la première fois qu'on a la confirmation de visu que c'est bien un drone ukrainien qui a mené une attaque tout près de Moscou. C'est la première fois qu'une attaque d'un drone ukrainien est menée si près de Moscou. Ce sont les images que vous découvrez parce que ce drone a explosé avant d'atteindre sa cible. Quelle était sa cible? Ça, on va en parler. Mais en tout cas, la guerre, de fait, se rapproche de Moscou. Alors, quel impact? Quel but, d'ailleurs, de la part de l'Ukraine? Est-ce que c'est un but d'essayer d'amener la population russe à ressentir cette guerre pour lui faire comprendre qu'il s'agit bien d'une guerre, qu'elle est engagée dans un conflit lourd? Ou bien, est-ce que ça a une réelle incidence? Ça peut vraiment avoir une incidence militaire de frapper à ce point en profondeur sur le sol russe? Vous allez nous donner votre sentiment. D'abord, que s'est-il passé précisément? Voici les indispensables avec Quentin Berrichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors que sait-on de cette attaque? Eh bien, ce qui retient l'attention, c'est d'abord le lieu de cette attaque, David. Le drone a explosé ici, regardez, dans cette forêt à l'ouest de la ville de Kalouga. Nous sommes à seulement 180 km de Moscou, à 300 km de la frontière ukrainienne, en profondeur donc dans le territoire russe. Jamais un drone ukrainien n'avait attaqué aussi près de la capitale russe, aussi près du Kremlin. Les images de l'attaque, les voici. Il est 5 heures ce matin lorsque, vous le voyez sur cette vidéo captée par une caméra de surveillance, une explosion à droite illumine le ciel encore noir de Kalouga. Selon le témoignage des habitants, la déflagration est entendue à une dizaine de kilomètres. Très rapidement, le gouverneur de la région donne des informations. Un drone a explosé en l'air à une hauteur de 50 mètres. Il n'y a aucun dommage sur les installations civiles et sociales. Il n'y a pas eu de victimes. Les enquêteurs sont arrivés sur place. Alors on ne sait pas avec certitude si l'engin a été abattu par la défense antiaérienne russe ou s'il a eu une défaillance. En tout cas, la bombe n'a pas explosé. Effectivement, et c'est pour ça notamment qu'il n'y a pas eu de dommages, même si on l'a compris, c'était dans la forêt voisine de cette ville. Est-ce qu'on a une idée de la cible? Qu'est-ce qui était visé, Quentin? Eh bien, selon les médias russes, l'attaque visait une installation militaire. Laquelle? Lorsqu'on regarde la carte, ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est ce dépôt d'armes. Situé à l'est de Kalouga, à environ 10 km, ce dépôt alimente l'artillerie russe sans que l'on sache quelles armes ni combien. Et lorsqu'on regarde l'image, on peut voir plusieurs hangars, ce qui laisse penser à un stock important. Lorsqu'on élargit la focale, la cible aurait également pu être cette base militaire aérienne, celle de Chaïkovka. Mais on est bien plus loin de Kalouga, regardez, 120 km. Mais ça reste vraisemblable, car les Ukrainiens ont déjà attaqué des bases militaires aériennes dans le passé. À part le mobile et l'esprit de déduction, qu'est-ce qui donne la preuve que c'est bien un engin ukrainien? Eh bien, ce sont les débris de l'appareil qui font sa signature, David. Xavier Titelman, spécialiste de l'aéronautique, avec qui on a analysé les photos des débris de l'appareil, eh bien, Xavier Titelman est même plus précis. Pour lui, c'est bien un Tupolev 141 qui a attaqué la Russie, le modèle que les Ukrainiens utilisent depuis des mois pour frapper les installations russes. On le reconnaît notamment grâce à son réacteur. Écoutez. Le réacteur en particulier est celui d'un Tupolev 141, donc ça confirme encore une fois que les Ukrainiens ont cette capacité d'aller dans la profondeur, à plusieurs centaines de kilomètres en profondeur dans le territoire russe. Ils ont ajouté a priori des systèmes de navigation à bord. La caméra qui était censée, parce que c'était un drone qui devait faire des allers-retours dans le ciel pour revenir avec des informations, eh bien ils ont enlevé cette caméra et ils en ont fait simplement, ils l'ont remplacée par de l'explosif. Alors on le sait, le Tupolev 141, c'est un drone de conception soviétique mis en service il y a plus de 40 ans maintenant. Il peut voler à une vitesse de 1000 km/h jusqu'à une portée de 1000 km. Autre signature, c'est la charge explosive. Et aujourd'hui, on sait quelle bombe a été utilisée par les Ukrainiens, la OFAB 100-120. Regardez, la bombe, vous l'avez dit, n'a pas explosé lors du crash du drone. Et là aussi, c'est une bombe de conception soviétique. Elle a été conçue notamment pour détruire des bâtiments. Lorsqu'elle explose, elle crée un cratère
de 5 mètres de large et de profondeur, avec des éclats d'obus dispersés dans un rayon de 100 mètres. On est donc bien loin de la petite bombe artisanale. Est-ce qu'on peut dire que c'est une confirmation, la confirmation d'une stratégie, Quentin, c'est-à-dire que l'Ukraine est bel et bien engagée dans une campagne de bombardement en territoire russe et donc toujours plus proche des grandes villes? Une chose est sûre, c'est la 5e attaque de drones ukrainiens en territoire russe en 2 mois. Début décembre, souvenez-vous, le 5 plus exactement, les bases aériennes militaires d'Engels et de Diaghilevo avaient été la cible de drones ukrainiens, de toute évidence, des Tupolev 141. Le lendemain, le 6 décembre, c'est l'aérodrome de Koursk qui avait été visé. Quelques jours plus tard, le 26 décembre, nouvelle attaque à Engels, avant celle donc de Kalouga cette nuit. Ça se rapproche donc, vous le voyez, un petit peu plus chaque jour de la capitale Moscou. Notons également que, comme à leur habitude, les Ukrainiens n'ont pas revendiqué l'attaque. Merci Quentin. Et évidemment, tout le monde a en mémoire ces images de défense antiaérienne, de missiles antiaériens installés par Moscou. Les tout derniers, ils remontent à ce week-end. Regardez, on est sur le toit du ministère de la Défense à Moscou. Donc là, on est au cœur de Moscou. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les Russes voient le danger se rapprocher et qu'ils envisagent qu'un jour, Moscou, ces bâtiments administratifs, ces bâtiments militaires, là, on est au-dessus du ministère de l'Éducation, si je ne m'abuse, c'était il y a quelques jours, et un même système de défense antiaérien a été installé, et que ça signifie qu'ils s'attendent à ce que Moscou, ces bâtiments administratifs ou militaires, puissent être également attaqués. Il faut rappeler aussi que la résidence de Vladimir Poutine, la résidence de repos de Vladimir Poutine, pas très loin de Moscou, à quelques dizaines de kilomètres, si je ne m'abuse, avait été elle aussi équipée d'un tel système. Que cherchent les Ukrainiens en bombardant à l'intérieur des terres? Est-ce que c'est un objectif purement militaire, c'est-à-dire il y a des dépôts de munitions, donc ce sont d'une certaine manière les bases arrières de l'armée russe qu'on va aussi cibler, ou bien est-ce que c'est une action psychologique en direction de la population générale? Je crois que c'est un petit peu de tout ça. La première chose, c'est que ceci intervient au moment où vous vous souvenez de la livraison des missiles américains qui vont à 150 km, au moment où les Ukrainiens ont dit très fermement qu'ils n'utiliseraient pas l'armement américain pour frapper en Russie. Donc ils disent ça, et en même temps, ils frappent, et ça dit, eh ben, écoutez, on n'a pas besoin des missiles américains pour vous frapper. On prend les anciens missiles soviétiques qu'ils ont déjà utilisés, puisque ce sont les mêmes, hein, les Tupolev 141 qui avaient déjà été utilisés dans les attaques précédentes dont nous avons parlé. Donc c'est ça. On est capable de frapper, sauf que, comme d'habitude, ils ne disent pas qu'ils l'ont fait. Pourquoi, d'ailleurs? Mais parce que s'ils annonçaient qu'ils frappent le territoire russe, ils offriraient une arme à la propagande russe, et donc ils ne veulent pas offrir cette arme. Ils laissent la responsabilité de l'accusation aux Russes, et non pas eux-mêmes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils frappent toujours des cibles militaires. Ceci ne veut pas dire que le message n'est pas « Messieurs les Russes, Mesdames les Russes, vous êtes dans une zone dangereuse ». Et donc, essayer de toucher la Russie, globalement, en disant « Les frappes qui se passent sont, nous ciblons des bases militaires, contrairement aux Russes qui ciblent des bases civiles, mais ceci étant, nous frappons la Russie. Et donc, la Russie n'est pas invulnérable ». Alors évidemment, ils utilisent des armes anciennes. Hein. Le Tupolev en question est très ancien. Et le tir qui a eu lieu là, alors on ne sait pas si c'est l'artillerie antiaérienne qui l'a descendu ou s'il y a eu un mauvais fonctionnement, ce qui n'est pas impossible, hein, compte tenu de l'ancienneté du système. Mais peu importe, la Russie peut être frappée par de l'armement à partir de l'Ukraine. C'est ça le message. C'est ça le message. La Russie n'est pas invulnérable. Emmanuel? Dès le début, et d'autant plus que les Ukrainiens, de nouveau, ne confirment pas que c'est une attaque ukrainienne, mais par contre, quand on écoute le ministre de la Défense, qui bientôt ne sera plus ministre de la Défense, Oleksiy Reznikov, il a dit que toute cible en Russie était légitime. Et encore une fois, ils l'ont prouvé, non seulement... Militaire. Militaire, bien sûr. On ne parle que de cibles militaires. Dominique l'a très bien dit. Il ne va pas justifier le fait qu'eux-mêmes commettent des crimes de guerre, accusant les Russes de le faire. Par contre, effectivement, il y a une convergence. Les 5 attaques de drones, le déni plausible de nouveau des incendies
Hein, souvenons-nous-en, les Russes avaient là aussi trouvé aucune explication. Les Ukrainiens avaient dit que ça allait continuer et qu'il fallait s'attendre à ce que ce type d'incident ou d'événement se multiplie. Et puis il y a quand même eu une annonce importante aujourd'hui. Une délégation iranienne est venue en Russie pour construire une base de drones dans la profondeur pour que, contrairement à ce qui était prévu, cette usine ne soit pas en Crimée, mais soit protégée par la Russie. Les Ukrainiens viennent de prouver qu'ils pourraient frapper, le cas échéant, aussi cette future usine qui va construire dont il est prévu la construction de 6000 nouveaux drones. Oui. Rim, d'un strict point de vue militaire, on a du mal à se figurer les choses. Quand on parle du dépôt d'armes qu'il y a dans cette ville de Kalouga, est-ce qu'il y a des centaines de dépôts d'armes comme ceux-ci en Russie? Donc, l'action est plus symbolique, plus à visée psychologique que militaire, ou bien est-ce que ça a vraiment un poids militaire? Ça affaiblit l'appareil militaire russe? Je pense que les renseignements vraiment savent combien de dépôts d'armes il y a dans ces grands pays. Il y a évidemment beaucoup de dépôts d'armes, mais chaque dépôt d'armes que les Ukrainiens peuvent mettre en feu, ça fait qu'il y a moins d'artillerie contre eux. Donc, c'est normal qu'ils essayent évidemment de cibler ce genre de cible militaire. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'ils envoient des drones, si c'est vraiment les Ukrainiens qui sont en train d'envoyer ces drones... Vous avez un doute? Je ne sais pas. Enfin, moi, je ne sais pas. Hein. Je n'ai pas, moi, des preuves personnelles. Mais ils portent en échec les défenses anti-aériennes russes. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'il y a aussi une guerre de drones et de défense anti-aérienne qui est en marche en Ukraine. Et on entend les Ukrainiens dire chaque semaine, chaque 2 semaines, qu'ils sont en train d'abattre de plus en plus de drones avec leur défense anti-aérienne qui sont en train de parfaire grâce à l'aide occidentale, surtout les aides européennes. Et on a vu maintenant que la France et l'Italie vont envoyer encore plus de défense anti-aérienne ukrainienne. Donc ça montre aussi que du côté russe, ils sont vulnérables sur leur territoire parce que leur défense anti-aérienne n'arrive pas à abattre des drones anciens, 1975. Ça a une portée psychologique aussi. Bon, alors, je ne sais pas s'il faut avoir un doute, on vous écoute Vincent, mais vous vous souvenez de la déclaration de Kirilo Boudanov? Kirilo Boudanov, c'est le chef du renseignement militaire ukrainien qui est en train de devenir, si on a bien compris, ministre de la Défense ukrainien, parce que l'affaire de corruption continue de rattraper Zelensky, donc qui a demandé à son ministre de la Défense, Reznikov, de laisser la place. Et voilà ce que déclarait Kirilo Boudanov, qui ne revendique pas, vous l'avez dit, général Trinquant, la paternité ukrainienne dans ces bombardements. Mais c'est à peu près tout comme. Il était face à une consoeur de ABC, la chaîne américaine ABC. C'était il y a 1 mois tout juste. Écoutez-le. Do you think there'll be more? I think so. Inside Russia? Deep inside Russia? Deeper and deeper. Voilà. Quelques mots simples. Il disait, elle lui demandait au départ, qui est l'auteur de ces bombardements? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y en aura d'autres? Oui, je peux vous le dire. Il y en aura d'autres, et toujours plus près de Moscou et des grandes villes. Vincent? Toujours épaissir le brouillard de la guerre quand il vous est propice. Et laisser entrevoir une petite lueur presque ironique et de dérision sur le thème, nous sommes capables de le faire. Pour moi, la charge que portait ce drone antique, c'est une charge à sous-munition. C'est-à-dire qu'elle est destinée à plusieurs objectifs. Il y a un message aussi aux Américains. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que nous acceptons votre règle, qui est de ne pas utiliser vos armements sophistiqués sur le territoire russe, que nous renoncerons à frapper l'ennemi chez lui. Deuxième message, nous continuons de frapper des cibles militaires. La fameuse base dont Quentin parlait, de Chaïkovka, il y avait déjà eu des tentatives en octobre, 2 fois. Et puis on se souvient de Engels, avec quand même 3 militaires russes tués, et quand même un site où se trouvent des bombardiers stratégiques. Donc nous frappons là d'où partent ceux qui sèment la mort dans nos villes et sur nos infrastructures. Et puis effectivement, troisième message, je disais sous munitions, troisième message effectivement au peuple russe, vous n'êtes à l'abri nulle part, vous ne vivez pas sur une autre planète, et l'armée de la Grande et la Sainte Russie n'est pas capable de vous protéger. Donc je pense que c'est vraiment le triple objectif de ce type de frappe. Bon. Et est-ce qu'effectivement, d'après vous, ça peut plutôt effrayer les Russes qui vont se dire « cette guerre nous atteint » ou ça peut au contraire
les galvaniser, les mobiliser pour faire corps autour de Vladimir Poutine? Vous avez l'air d'avoir une réponse. Au début, quand il y a eu cette mobilisation, par exemple, de la Russie, tout le monde a dit « Ah, on va commencer à voir en fait les retours des cadavres russes mobilisés. » Donc, ce n'est pas eux qui veulent aller, ce n'est pas les volontaires. Et ça va galvaniser l'opposition. On ne l'a pas vu venir. Aujourd'hui, ce qu'on entend dans la population russe jusqu'à maintenant, bon, après, évidemment, c'est un régime assez autocratique, donc c'est difficile aussi d'exprimer son opposition, mais pour le moment, on ne voit pas une vraie opposition massive prendre corps. Et ce genre d'attaque reste très ciblé et dont les dégâts sont quand même très restreints. S'il y avait vraiment des choses spectaculaires, peut-être, mais j'en suis même pas convaincue. Ça nous amène à l'autre question. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui l'armée ukrainienne de mener ce type d'action massivement? Est-ce que c'est parce qu'elle manque de drones, que ça coûte très cher? C'est des sacrés engins, on l'a vu, c'est pas des petits jouets. Ou est-ce que c'est autre chose, généralement? Moi, je pense qu'elle ne peut pas généraliser pour deux raisons. D'abord, parce qu'elle n'en a pas tant que ça, des armes pareilles. Ensuite, il y a un seuil qu'elle ne peut pas franchir. Il y a un moment où il faut que tout ça cible, comme le disait Vincent, les autorités russes. Mais enfin, il ne faut pas non plus arriver à un seuil où ils pourraient grimper au rideau. En revanche, sur votre question sur la population russe, moi, je crois que ça n'a pas beaucoup d'impact sur la population russe. La population russe se dit d'abord, bon, OK, des frappes, une tous les mois, toutes les semaines même. Et sur des cibles militaires, bon, voilà. Je ne pense pas que c'est un effet majeur sur la population. Je pense en revanche, le déploiement des armements antiaériens dans le centre de Moscou, sur les immeubles, etc., ça a plus un impact sur les populations. Parce que les gens se disent, si notre gouvernement fantastique, extraordinaire, est en train, d'une certaine façon, de craindre des attaques directement sur Moscou, ça peut les inquiéter. Donc je pense que plus que le drone lui-même, c'est la mise en place d'armements antiaériens russes dans les villes qui peut inquiéter les populations. Oui, effectivement, un effet psychologique. Avec un drone, on arrive à obtenir le même résultat que la pluie de drones que les Russes envoient sur l'Ukraine. Donc il y a une certaine forme d'efficacité qui est plutôt en faveur des Ukrainiens. Alors pour répondre à votre question, c'est un drone dont le but n'est pas d'être un drone, entre guillemets, qui largue une bombe. Il a été adapté. C'est un drone de surveillance. Ça veut dire que les Ukrainiens ont la capacité d'en détourner l'usage pour certains d'entre eux. Les précédentes frappes, le drone a eu son rayon d'action augmenté. C'est-à-dire qu'il y a quand même une prouesse technique de la part des Ukrainiens qui disposent en très petite quantité de ces drones, mais encore une fois, l'effet psychologique consiste à ce qu'il y ait une batterie de S-300 au domicile de Vladimir Poutine, sur le toit du ministère de la Défense et sur le toit du ministère des situations d'urgence. Donc, ne serait-ce que pour cela, l'effet psychologique obtenu est celui d'une crainte, même si il y a peu de chances qu'un drone arrive un jour à frapper Moscou, car après tout, les forces aériennes russes l'en empêcheront. Bon,